La situation sécuritaire dans l'est du pays, après plusieurs jours d'occupation, les forces armées de la RDC ont repris de plein contrôle la ville d'Ouvira, mais ces retraits ne peuvent être interprétés comme un geste d'apaisement. La première ministre Judith Suminwa a tapé du poing sur la table et a exigé la sécurisation totale avant d'autoriser tout retour massif des populations dans cette ville. Compte rendu de sa réunion à suivre dans ce journal. La circulation routière à Kinshasa n'arrive pas à être maîtrisée par les autorités locales. Plusieurs mesures sont prises, mais les effets sur terrain sont stériles. Pour cette fois-ci, le gouverneur Daniel Bumba va déployer 3000 agents issus de différentes unités pour lutter contre les embouteillages et protéger la vie des usagers. Leur mission est claire, faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation routière. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans ce journal. En direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il fait exactement 11 heures, mais 12 heures dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur Bossolo Télévision. Nous l'ouvrons par l'est de la République démocratique du Congo. Après 48 heures de retrait de la ville d'Ouvira par l'AFC M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé avoir repris le contrôle de la ville d'Ouvira au sud Kivu. D'après une correspondance de l'armée consultée par la rédaction de Bossolo Télévision, cette reprise de contrôle est intervenue la veille du dimanche 18 janvier 2026. Cependant, l'armée déplore les pillages systématiques de la ville par le militaire de la coalition AFC M23-RDF avant leur évacuation. Elle précise en outre qu'une vingtaine de civils impliqués dans ces actes de pillage ont été interpellés et seront déférés devant la justice congolaise. L'annonce de l'armée congolaise intervient dans un contexte marqué par la déclaration jugée controversée par Kinshasa du retrait de l'AFC M23 de la ville d'Ouvira. Les autorités congolaises estiment que cette communication vise essentiellement à détourner l'attention et de réduire la pression internationale, notamment celle exercée par les États-Unis sur Kigali, considérée par les Nations Unies comme principal soutien de cette rébellion de l'AFC M23. La situation sécuritaire reste préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo malgré le retrait de la rébellion de l'AFC M23. Pour ce faire, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a convoqué une réunion urgente avec quelques ministres sectoriels. À l'issue de cette réunion, plusieurs recommandations ont été faites, entre autres celle de la restauration effective de l'autorité de l'État à Ouvira ainsi qu'à ses environs. Récit de fait. Face à la détérioration alarmante de la situation sécuritaire et humanitaire à Ouvira, la première ministre Judith Suminwa a convoqué lundi 19 janvier une réunion d'urgence de haut niveau en vue de coordonner une réponse globale du gouvernement congolais. Placée sous l'autorité directe de la chef du gouvernement, cette rencontre a réuni le ministre sectoriel, le responsable des services de sécurité ainsi que les structures spécialisées de l'État. L'objectif était d'évaluer la situation sur terrain, d'arrêter les mesures immédiates à la suite des atrocités attribuées à l'armée rwandaise et aux éléments des AFC M23. L'armée a déjà pris pied à Ouvira. Nous savons que la ville est encore infiltrée, mais il faut que ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment les militaires, arrivent à dresser un périmètre de sécurité sur la ville d'Ouvira, parce que la ville d'Ouvira ne peut pas être défendue dans Ouvira. La réunion a examiné la situation de plus de 267 000 réfugiés congolais actuellement accueillis dans le pays voisin. Des mesures urgentes ont été décidées pour renforcer leur prise en charge tout en préparant les conditions d'un retour volontaire progressif et sécurisé des populations déplacées subordonnées à des évaluations sécuritaires et sociales approfondies. Il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important
que ce travail préalable puisse être fait. La dimension judiciaire n'a pas été occultée. La première ministre a insisté sur la nécessité de lutter résolument contre l'impunité en mobilisant le mécanisme judiciaire nationaux et internationaux appropriés dans le respect du droit et des engagements de la République. 17 janvier 1961, 17 janvier 2026 marque les 65 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, figure majeure de l'indépendance de la République démocratique du Congo et premier chef du gouvernement du pays. Cependant, la question reste autour de sa philosophie politique et sa légitimation dans la sphère scientifique dont la mémoire collective tend à pérenniser dans l'histoire à venir. Tentative de réponse dans cette réflexion que vous propose Edouard Chama. Plus de 60 ans après sa disparition, Patrice Emery Lumumba continue de hanter les consciences et d'interpeller une jeunesse congolaise en quête de repères. Ceux qui n'ont pas connu la colonisation s'approprient pourtant son combat à travers des initiatives militantes, parfois sincères, parfois éloignées de la pensée profonde de celui qui demeure dans l'imaginaire collectif, les pères de l'indépendance. Pour une large frange de l'opposition publique, la lutte pour l'indépendance ne s'est pas achevée le 30 juin 1960. Elle s'inscrit dans un prolongement historique marqué par des nouvelles formes de domination, notamment le néocolonialisme économique, dans un contexte où la République démocratique du Congo reste au cœur des enjeux géopolitiques africains et mondiaux. À ce titre, l'héritage lumumbiste apparaît pour beaucoup comme une boussole face au rapport des forces contemporains. Au-delà du symbole et de la figure héroïque, la pensée de Lumumba pose la question de sa transmission durable. Plusieurs voix plaident pour son intégration structurée de son combat dans les programmes scolaires, non comme un culte mémoriel, mais comme un outil scientifique et civique capable de nourrir un patriotisme inclusif, dépassant les clivages ethniques et politiques. Plus qu'un personnage figé dans les discours officiels, Patrice Lumumba incarne une conscience politique, celle qui a osé dire non à l'arbitraire, à l'humiliation et à la marginalisation. Son combat, estiment certains analystes, pourrait encore servir de socle à la construction de l'unité nationale et à la sortie des tensions récurrentes qui minent les pays depuis des décennies. Dans un environnement régional et national marqué par des défis persistants liés à la gouvernance, à l'intégration régionale et au déficit des coopérations entre États voisins, la mémoire de Lumumba, tout comme celle d'autres figures panafricanistes telles que Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Mathieu Kérékou ou Félix Houphouët-Boigny demeurent souvent prisonnières des récits flous. Autant d'héritages qui gagneraient à être revisités avec clarté et responsabilité afin d'en tirer des enseignements concrets pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Et les enseignants de la province du Maïndombe en général ont été appelés à reprendre conscience en prenant de ce mardi 20 janvier le chemin de l'école pour poursuivre avec les enseignements afin de sauver cette année scolaire malgré des contraintes qu'ils traversent pour le non-paiement de leur salaire. Images et commentaires. Les élèves ainsi que les enseignants des écoles publiques de la province éducationnelle Maïndombe 1 à la province du Maïndombe ne fréquentent plus le chemin de l'école suite à une grève liée au retard de paiement des salaires de ces enseignants des 3 mois qu'ils devaient être servis par la Banque Afriland. Selon le président de la délégation syndicale de ces professionnels de la craie blanche de cette contrée, le retour des activités scolaires est conditionné par la régularisation de cette situation. On a traversé une longue période d'impayement de 3 mois, octobre, novembre, décembre. Et puis c'est là on a décrété la grève jusqu'à ce que nous aurons notre rémunération de 3 mois. Comme le paiement n'est pas effectif, il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons ici. Nous devons reprendre les activités scolaires jusqu'à ce que nous aurons notre rémunération de 3 mois. Le président provincial du cadre de concertation de la société civile du Maïndombe appelle le gouvernement congolais de s'acquitter de ses obligations afin de sauver l'éducation et l'avenir des apprenants de cette partie du territoire national congolais. Nous voulons que les enfants reprennent la route de l'école. Les inquiétudes sont tellement grandes. La première, c'est la délinquance juvénile. La deuxième inquiétude, c'est le banditisme. Les enfants maintenant
Et à travers toutes les rues de la ville, les conséquences sont grandes. Les filles, parfois, ils deviennent des filles mères, grosses, ainsi de suite. Tout cela, ce sont les conséquences qui nous attendent, nous les parents. À en croire le ministre provincial de l'éducation du Maïndomé, le blocage est au niveau du gouvernement central, mais toutefois, les démarches sont entreprises par le gouvernement provincial afin de donner des solutions idoines à cette situation. L'impayement des enseignants ne nous permet pas aujourd'hui de parler de la bonne qualité de l'enseignement. Les enseignants doivent comprendre que cette situation n'est pas de la responsabilité du gouvernement provincial, parce que le gouvernement provincial ne paye pas les enseignants. La situation est de la responsabilité du gouvernement central qui prend en charge la paie des enseignants. Nous sommes en train de faire des démarches, multiplier des réunions, parler avec tout le monde pour que la situation soit débloquée, pour qu'on aille des solutions idoines et que les cours reprennent, l'enseignant soit très bien payé. Depuis le début de cette année scolaire, les enseignements ne se donnent pas comme il se doit dans les établissements scolaires publics de la province éducationnelle Maïndomé 1. Suite à cet obstacle du non-paiement atteint des salaires des enseignants et il y a risque que le calendrier scolaire ne se termine pas. Et tout à fait autre chose, les membres de la Fondation Magloire Mvemba se sont réunis le week-end dernier lors d'un échange de vœux dans la commune de Kasavubu. Ce rassemblement a permis à chacun d'eux de renforcer davantage leur lien de fraternité ensemble. Ils ont déclaré 2026 comme une année de grande ambition pour l'épanouissement du district de la Funa. Bosco Kabamba et Chrétien Gaïmé étaient là pour le compte de Bosolo Télévision. Regardez. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, honorable. Les membres de la Fondation Magloire Mvemba ont profité de ces moments fraternels d'échange de vœux pour le nouvel an, afin de renforcer leurs liens pour le bon fonctionnement de leur structure. Prenant la parole pour l'occasion, M. Yanganza, directeur du cabinet de Magloire Mvemba, a tenu à élucider aux anciens et nouveaux membres de cette fondation des objectifs que la fondation poursuit. En examinant les réalisations accomplies tout au long de l'année 2025, le président de la Fondation Magloire Mvemba a été fier des résultats atteints selon les objectifs fixés. Ainsi, il a placé l'année 2026 sous une dynamique rayonnante. Je prends la parole, non comme un président fondateur de la FOMAM, mais aussi comme un bâtisseur, un engagé au service du bien commun, pour vous endosser mes vœux les plus nobles. Paix intérieure, santé éclatante. La FOMAM n'est pas une simple organisation. C'est un mouvement social, une conscience collective, une vision de transformation enracinée dans l'amour du peuple et l'action concrète. Les échos de nos actions récentes résonnent encore dans le cœur. Ces actes ne sont que le prémisse. Avec vous, nous allons adopter la Funa. Aucune de ces communes sera laissée pour compte. Nous sommes une famille de convictions, une force tranquille, un réseau d'hommes et de femmes animés par la foi. La royauté et la détermination ont marqué notre époque. 2025 fut l'année de la structuration. 2026 sera celle de l'influence et du rayonnement. Pour rappel, la Fondation Magloire Mvemba est aujourd'hui une structure qui regroupe des filles et des fils du district de la Funa et demeure un espoir pour la transformation réelle de ces coins de la capitale. Et la base républicaine a livré une analyse sévère de la situation politique de l'ère sécuritaire et sociale en RDC. Son président Igon Soudinzala a dénoncé la mauvaise gouvernance, condamné l'agression rwandaise dans l'est du pays et a relancé les débats sur la nécessité d'une constitution républicaine fondée sur la souveraineté du peuple congolais. Images et commentaires. Réunis ce lundi 19 janvier 2026 au CEPAS dans la commune de La Gombe, la base républicaine, parti politique dirigé par Igon Soudinzala, a dressé un tableau sombre de la situation générale en République démocratique du Congo. Devant la presse quinoise, son président a dénoncé une prospérité illusoire pour la majorité des Congolais, estimant que le bonheur et la paix restent de simples notions théoriques. Il attribue cette réalité à la mauvaise gouvernance de ressources publiques, marquée notamment par
milliards de budget excessif consacré au train de vie des institutions de l'État au détriment de besoins sociaux fondamentaux. Sur le plan sécuritaire, Igonsu Dinzala a condamné avec fermeté l'agression rwandaise dans l'est du pays qu'il estime facilitée par certains Congolais ayant opté pour la lutte armée. Pour la base républicaine, l'heure n'est plus aux querelles politiques stériles, mais à un sursaut patriotique et à un esprit républicain capable de faire face aux menaces extérieures. Le parti fustige également l'attitude de certains acteurs de l'opposition qui, selon lui, refusent de nommer clairement le Rwanda, préférant imputer la responsabilité de la crise au président Félix Tshisekedi, alors que cette situation sécuritaire est largement héritée du régime précédent de Joseph Kabila. S'inscrivant dans la dynamique des accords signés le 4 décembre à Washington entre la RDC et le Rwanda ainsi que du processus de Doha, la base républicaine propose une série de mesures de confiance pour une sortie durable de crise. La base républicaine propose les mesures de confiance à établir des préférences avant la tenue d'un dialogue, à savoir la redéfinition et l'élargissement du mandat de la MONUSCO en lui confiant la mission de surveiller les frontières entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi afin de prévenir tous les actes d'agression et d'empêcher que le territoire d'un État soit utilisé comme base arrière pour les activités subversives contre un autre. Garantir l'effectivité du cessez-le-feu entre les FARDC et l'AFC M23. Établir un couloir stratégique pour les activités économiques vitales et les interventions humanitaires dans la région du Kivu pour la relier à d'autres provinces de la République démocratique du Congo et éventuellement des sorties internationales avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Mettre en place un mécanisme de rétablissement de l'administration civile afin de rétablir l'autorité de l'État. Enfin, la base républicaine a réaffirmé son plaidoyer en faveur d'une constitution républicaine pour la souveraineté du peuple qu'elle présente comme une réponse à la crise de légitimité nationale, tout en reconnaissant l'adoption référendaire de la constitution actuelle. Merci. Et nous l'avions mentionné à l'ouverture de ce journal, embouteillage et non-respect de code de la route dans la ville de Kinshasa. Le chef de l'exécutif provincial, Daniel Bumba Lubaki, a annoncé lundi 19 janvier le déploiement le lundi 26 janvier 2026 de 3000 agents issus notamment de la police nationale congolaise, de la division urbaine des transports, de la brigade spéciale de protection de l'environnement, ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle. Ces agents seront déployés sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles de la capitale pour lutter contre les embouteillages et protéger la vie des usagers. Dès le 26 janvier, des contrôles systématiques du permis de conduire, du contrôle technique de la vignette, de l'autorisation des transports, de l'assurance et du respect de la grille tarifaire des transports en commun seront effectués. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et à la mise en fourrière de leurs véhicules, avertit le gouverneur de la ville de Kinshasa. À noter également que le mototaxi et les tricycles restent interdits sur la route nationale numéro 1 aux mêmes horaires, tout comme le marché pirate le long des artères principales de la capitale. Désormais, les carrefours emblématiques de Kinshasa seront sous le contrôle d'éléments sélectionnés dans les différentes unités de la police pour garantir le bon rendement. Ils devront disperser le marché illégaux et les parkings non autorisés qui occupent impunément le carrefour et travailleront au contrôle des permis de conduire ainsi qu'à la certification du contrôle technique de véhicules. Suivez ces commentaires d'Esther Yamoumé. La présentation de l'unité spéciale chargée d'appuyer la police de circulation routière dans la lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été l'objectif de la parade tenue le lundi 19 janvier au stade de Martyrs. Le commissaire provincial de la PNC-Ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kontoubakoulou, a indiqué les objectifs consignés à cette unité. Ils nous ont chargés de faire de notre mieux afin que la population circule en toute tranquillité. Les conducteurs qui circulent dans le véhicule sont des personnes à protéger. La population travaille
La police travaille 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas une nouvelle unité pour compléter une autre, mais nous sommes mis à part pour aider ceux qui travaillent depuis longtemps. Nous sommes venus appuyer la PCR. Plusieurs ont montré leurs limites. Nous sommes ici. Nous devons réorganiser les choses. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la répartition des tâches et selon les 60 carrefours, des problèmes identifiés, nous les ferons avec nos amis des transports, assainissement, que chacun accomplisse sa tâche. Désormais, le carrefour quinoa problème seront sous le contrôle de ces éléments sélectionnés dans différentes unités de la police pour leur bon rendement. Par ailleurs, ils devront disperser le marché pirate, le parking illégaux qui occupent impunément le carrefour et travailleront au contrôle de permis de conduire et de la certification du contrôle technique de véhicules. Cependant, cette unité travaillera en collaboration avec la brigade spéciale de l'hôtel de ville et les équipements d'assainissement de la ville, ce qui va permettre le désengorgement de points chauds de la capitale. Et toute autre chose à présent, un forum international Congo-Canada se tiendra à Gatineau le 22 et 23 mai 2026 à l'initiative de l'Organisation nationale des Canadiens d'origine congolaise Canada, annoncé par Raymond Kashiba, président du Conseil canadien de représentants de la communauté congolaise. Cet événement ambitionne de renforcer les liens entre la RDC et le Canada autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement durable. Élie Luzolo et Jérôme Luzolo signent ces reportages. L'Organisation nationale des Canadiens d'origine congolaise Canada a annoncé la tenue d'un forum international Congo-Canada prévu du 22 au 23 mai 2026 à Gatineau au Canada. L'annonce de cet événement majeur a été faite par Raymond Kashiba, président du Conseil canadien de représentants de la communauté congolaise. Ce grand rendez-vous d'envergure internationale se veut un forum d'innovation culturelle et entrepreneuriale réunissant la République démocratique du Congo et le Canada autour d'une vision commune de développement durable et de partenariat économique. Le forum se positionne ainsi comme une plateforme de dialogue et d'action concrète placée sous le thème « Vers une alliance durable entre la RDC et le Canada, innover, investir et impacter ». Du 22 au 23 mai 2026, nous organisons à Gatineau, au Canada, le Forum international Congo-Canada. C'est un forum international d'innovation culturelle et entrepreneuriale. C'est un forum bilatéral. C'est un forum qui consacre exclusivement sur la RDC et le Canada. Dans la même perspective, la CRCC a également annoncé l'ouverture officielle d'un bureau d'accompagnement et de suivi en RDC qui sera dirigé par Hyacinthe Doubé, coordinateur de cette structure à Kinshasa. Pour être éligible à participer au Forum Congo-Canada, premièrement, il faut être dans la culture, par exemple. Les artistes peuvent aussi participer. À part les artistes, il y a les coordonnateurs des structures, les ASBL, les ONGD. Et puis il y a aussi les gens qui font des œuvres d'esprit, les gens qui font les ballets, la danse, la tragédie, les drames et autres. Ils sont éligibles à participer au Forum Congo-Canada. À partir d'aujourd'hui, on a déjà installé un bureau ici au complexe coopératif vers GB. Si vous voulez avoir plus d'exemples et détails, à partir de ce mardi déjà, les bureaux étaient ouverts pour vous recevoir et pour vous orienter par rapport aux formalités pour participer au Forum Congo-Canada. Par ailleurs, Hyacinthe Doubé a tenu à préciser que les candidats souhaitant postuler doivent se rendre au bureau de la CRCC pour participer. Le tarif reste fixé à $150 américains pour une promotion exceptionnelle valable pour une période limitée. Et à Kinshasa, les démolitions de maisons survenues le 8 et le 10 novembre 2025 au quartier Boyouma plongent 61 familles dans la détresse après le décès tragique de José Boniface Kamwina, contraint de passer nuit à la Belle Étoile. Les victimes dénoncent une opération injuste et sélective et appellent à l'État à rétablir leurs droits pour éviter d'autres drames humains. Images et commentaires. Les démolitions des maisons et meubles intervenues le 8
et 10 novembre 2025 sur l'avenue Funa au quartier Boyoma dans la commune de Kinshasa continue de susciter indignation et colère parmi les populations touchées. Parmi les 61 familles victimes de cette opération qu'elle qualifie d'injuste et sélective, un drame humain s'est ajouté à la perte matérielle. Monsieur José Boniface Kamwena, contraint de passer la nuit à la Belle Étoile après la destruction de sa maison, est décédé des suites de ces chocs brutaux. Il laisse derrière lui une veuve, des enfants et des petits-enfants aujourd'hui sans abri. Selon les victimes, cette démolition a anéanti en quelques l'investissement de toute une vie, plongeant des familles entières dans une précarité extrême. Face à cette situation tragique, le collectif des victimes, conduit par M. Jean Lokavou, président, M. Luther Ngenga, épouse du défunt, était aux installations de Bossolo Télévision. Objectif, faire entendre une fois de plus leurs cris de détresse auprès des autorités compétentes et du président de la République. Les sinistrés exigent la restitution de leurs droits qu'ils considèrent comme la seule voie pour éviter d'autres pertes en vies humaines, d'autant plus qu'ils affirment ne disposer d'aucune solution de relogement. Nous avons lancé le cri d'alarme auprès des autorités, mais un silence absolu persiste concernant les démolitions de nos maisons. Aujourd'hui, cela a occasionné la mort de notre papa, José Boniface Kamwena. Nous prions le président de la République de se saisir de notre situation afin que nous soyons rétablis dans nos droits les plus légitimes. Car cela fait des années que nous vivons en toute légalité sur ces sites injustement détruits. Aux autorités et au président de la République, nous demandons de réagir pour éviter une mort de plus. Elle dénonce une démolition menée de manière sélective, soulignant que les sites voisins tels que Kin Malebo et Afromosia n'ont pas été touchés par l'opération. Dans ces contextes, elles appellent l'État congolais à faire preuve d'un véritable état de droit en procédant à la réparation de ce qu'elles qualifient d'injustice grave, une situation qui met aujourd'hui en péril la vie et la dignité de nombreuses familles. Et c'est une des catastrophes ferroviaires le plus meurtrière de ces dernières années. Une terrible collision entre deux trains à grande vitesse a eu lieu à Andalousie dans la soirée du dimanche 18 janvier à Andra. Un bilan dramatique d'au moins 40 morts et plus de 120 blessés. Le Premier ministre espagnol a décrété 3 jours de deuil national. Les détails, c'est avec vous, Edouard Chama. L'Espagne est en deuil. Le Premier ministre Pedro Sánchez a décrété lundi 3 jours de deuil national à la suite d'un grave accident survenu dimanche dans le sud du pays ayant fait au moins 40 morts selon les quotidiens français Les Parisiens. Cette période de recueillement s'étendra de mardi à minuit jusqu'à vendredi à minuit. S'exprimant devant la nation, le chef du gouvernement a évoqué un jour de douleur pour toute Espagne, assurant que les autorités mettront tout en œuvre pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Nous allons trouver la vérité, a déclaré Pedro Sánchez, promettant une enquête menée avec une transparence et une clarté absolue. Par ailleurs, le Premier ministre a également garanti que les conclusions seront rendues publiques dès que l'origine de la tragédie sera établie afin d'informer l'opinion et l'ensemble des citoyens. Les investigations se poursuivent pour déterminer les causes exactes de cet accident, l'un des plus meurtriers enregistrés récemment dans le pays. Notons que cet incident qui survient à l'aube de l'année 2026 est le deuxième après celui ayant causé la mort à une dizaine des ouvriers dans la ville de Melilla. Voilà, 30 minutes ont suffi pour que nous puissions mettre fin à ces journaux télévisés sur Bossolo Télévision, coordonnés par Gradine Ponchi et Jérôme Lezolo était derrière la caméra pour la prise de vie. Héritier Mutombo a réalisé cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la première chaîne au cœur d'investigation en République démocratique du Congo. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.